On va commencer ce 19e séminaire Recherche, art et pratique numérique qui portera sur le documentaire artistique aux écritures ludiques et interactives. Et donc aujourd'hui, on aura. Alors aujourd'hui, on agrandit le comité d'organisation puisqu'on a Anna Guillot qui est enseignante, qui est professeure d'université au LESA. À AMU et plasticienne. Alors Anna est partie, mais elle va revenir. Et qui s'est joint à notre groupe, ce qui permet d'élargir un peu notre groupe de réflexion. Et aujourd'hui, donc, on aura 3 interventions. Donc celle tout d'abord de François Lejeau, qui est vidéaste et professeur à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, qui reviendra sur l'atelier Regardez ailleurs, écoutez loin, l'atelier de création vidéo qui avait été mis en place dans le cadre du forum Moyen-Orient, monde musulman, en octobre de cette année, septembre-octobre, un workshop de 3 jours. Ensuite, on aura Douglas, Edwig Stanley et Leslie Astier. Douglas est enseignant et Leslie artiste et étudiante en même temps, toujours. Et tous deux, vous avez animé le groupe Écriture ludique et interactive avec donc des étudiants, des chercheurs et des artistes étudiants, on dit à l'école d'art. Et puis ensuite, Pascal qui interviendra sur le 3e workshop qui s'est un peu greffé sur les 2 autres workshops. Pascal qui est chercheur à Prism et maître de conférence à Aix-Marseille Université, et qui animait le workshop écriture documentaire, recherche et création. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on a à peu près 1 heure, 1h10 de présentation, et puis ensuite on a une pause, et puis ensuite on a une bonne heure de discussion entre nous pour revenir sur tout ce qui s'est dit. Ben, je vais laisser la parole à François. Merci. Donc bonjour. Donc on a organisé à la demande de Cédric un workshop à destination essentiellement de chercheurs en sciences sociales, et on a fait un appel d'offres pour donner ce workshop et pour sélectionner un peu les gens. Et je vais vous lire cet appel d'offres. Donc le titre du workshop s'appelait de l'atelier Regardez ailleurs, écoutez loin. Donc je vous lis ce qui était donné sur le site et ce à quoi ont répondu les chercheurs. Donc voilà. Le fait divers est un grand déclencheur d'imaginaire. Il dessine souvent un détail frappant d'une société, de son évolution, de ses difficultés, de ses travers. Du ridicule au tragique, de l'absurde au fantastique, la palette est généreuse et foisonnante. Mais comment ces récits de morceaux de vie se transforment de l'oralité ou du compte-rendu journalistique à la forme filmique? Comment le passage d'un médium à l'autre va amplifier, détourner, décadrer ces histoires du quotidien? C'est ce déplacement entre le récit factuel et sa mise en image et son qui nous intéressera. Nous construirons à partir des récits colportés par chacun d'entre vous, donc c'était à destination des chercheurs, de petites formes filmiques courtes et bricolées dans une urgence créative et avec un souci de la précision dans les choix esthétiques, de la pixelisation, aux incrustations, du plan séquence au split screen. Nous serons libres d'explorer avec gourmandise tous les possibles offerts par le numérique en revendiquant le mélange et l'hybridation entre les registres et les techniques. C'est dans cette diversité que nous pourrons regarder, se construire notre regard et observer le médium, développer sa propre dynamique. Donc l'idée, c'est l'idée d'organiser en 3 jours, donc c'est un temps vraiment très intensif, un atelier dans lequel chaque participant va amener ses savoirs. Donc ils sont là essentiellement tous les gens toutes les participantes, parce qu'il n'y avait que des femmes, sont des chercheurs, donc anthropologues, sociologues, qui s'occupent d'agences aussi artistiques. Ils sont très liés au Moyen-Orient, à l'Égypte, au Maghreb. Donc elles arrivaient avec ce background scientifique et aussi très localisé dans le monde. Et je leur ai demandé de choisir donc un fait divers, parce que ce qui me paraissait intéressant, que c'était un bon déclencheur d'imaginaire et un bon déclencheur pour commencer un travail sur la construction d'un petit film. Et l'idée, c'était qu'à la fin de ces 3 jours, il y ait vraiment un vrai objet filmique dans lequel on pourrait évaluer, un peu, regarder comment ça s'était passé entre l'idée de départ et le final.
Il se trouve que la plupart des participantes n'avaient jamais fait de film, alors qu'elles s'intéressent beaucoup d'une manière universitaire au film, puisqu'il y a même une des participantes dont c'est le travail de recherche principal, hein, de regarder les documentaires, notamment les femmes documentaristes au Liban, en Égypte, etc. Donc c'est des gens qui avaient vraiment une vraie connaissance du rapport à l'image et au son, et aux médias aussi, puisqu'il y avait d'autres participantes qui avaient travaillé sur ce transfert, par exemple, par des cassettes du Maghreb à la diaspora en France. Donc il y avait des gens extrêmement déjà cultivés dans ce rapport-là, mais n'avaient jamais pratiqué. Et la première matinée, on a un peu débroussaillé, discuté. Donc ça a été assez riche. Moi, j'ai amené aussi quelques films d'artistes pour aussi montrer que voilà, l'idée, c'est de faire des films très courts. Donc, et dans l'idée de bricolage que j'aime bien, c'est cette idée de prendre tout ce qu'on a sous les yeux, tout ce qu'on a sous la main, dans l'espace aussi de l'école, parce qu'on n'allait pas sortir très long, on avait peu de temps. Donc d'avoir cette espèce d'urgence qui, à mon avis, est un très très bon moteur pour ce genre de pratique. C'est-à-dire que voilà, on a 2 jours pour fabriquer quelque chose et on va se servir de tout ce qui est autour, aussi bien des gens. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer 3 films. Il y a des participants qui participent dans les films en tant qu'acteurs. On a un très très bon acteur. On a des gens qui se découvrent des vocations d'acteurs et d'actrices. Donc voilà. Et dans ce croisement aussi, il y a eu des discussions des fois assez fortes hein, sur ce rapport à l'image, au témoignage, comment ça se passe, parce qu'on est quand même... J'étais c'était la première fois aussi que je travaillais avec ce genre de public. Hein, donc on a des gens qui sont extrêmement exigeants sur des sources, sur à chaque fois qu'on fait une citation dans un travail universitaire, ça doit être sourcé. Et là, on part sur des trucs complètement improvisés, où il y a aussi une mise en... Enfin, on se met quand même en jeu sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça c'est des retours qu'elles m'ont fait hein, aussi. Et ça leur a beaucoup plu aussi. C'est-à-dire qu'en même temps, au début, c'était très stressant, parce que la première matinée, ça a été un rapport assez... c'était très agréable, mais en même temps, on sentait qu'il y avait un enjeu qui était plus que je pensais, quoi, sur ce qu'elles allaient fabriquer et comment le regard des autres allait se passer là-dessus. Et après, ça s'est quand même très très bien passé, parce qu'elles se sont pris au jeu de la fabrique, au jeu de l'aide mutuelle des uns avec les autres. Donc, je vais vous montrer d'abord un premier film. Donc, on va commencer par... Donc, Frédéric Fogel. Je change de lunettes. Tout petit. Je ne sais pas si ça vous suffit, non? Je ne sais pas. Donc... on va commencer donc par alors le but c'était de faire des films très courts, hein, donc j'avais donné entre 3 et 4 minutes pour plein de raisons, hein, parce que en principe, en règle générale, même si plus le film est long, plus il y a de travail à faire, donc voilà, il faut quand même se mettre, et puis aussi on risque de perdre un peu aussi de souffle quand on fait des choses un peu trop longues, enfin en tout cas dans ce genre de format-là, et donc elles ont joué tout le jeu, hein, à peu près. Donc c'était autour de 3 minutes et demie. Donc ça, c'est un film de Frédéric Fogel, qui est anthropologue, qui est directrice de recherche au CNRS, et qui a beaucoup travaillé en Égypte. Et, voilà. Donc, elle s'est servie de ce jeune héros qui a sauvé un gamin, ce jeune migrant qui a sauvé un gamin à Paris et qui est devenu une star nationale pendant quelques jours, avant de retomber, bien sûr, dans l'anonymat le plus total. Mais voilà, donc c'est sur ce fait médiatique et sur aussi comment a été traité ça. Donc, par une forme, justement, qu'elle a épuré au maximum. Oui. Bien, merci. Voilà. C'est bon.
Tu restes un tout petit peu, voilà, voilà, t'as le mouvement. C'est bon. Oui. Oui. Stop, 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 stop. Oui. Vas-y. Voilà, décale ton pied. Ok. C'est bon, c'est bon. Ok. Oui. C'est bon, voilà. Pied gauche, pas collé au mur. Pas collé, non, non. Voilà, droit. Pas collé, c'est bon. Et tu regardes dans le sens de ta main. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. C'est bon. Athlétique et très agile. Sous les acclamations de la foule, il lui faudra environ 45 secondes pour escalader un à un les étages, prendre l'enfant par le bras et le mettre en sécurité. Okay. Donc là, elle avait pris cette forme extrêmement simple du plan séquence, un peu performatif, où tous ces gens qui défilent, pour reprendre le geste qui a été extrêmement médiatisé quand il prend l'enfant par la main. Et donc il y a eu ce travail de maturation, enfin c'est rapide, mais entre ce fait divers dont elle voulait parler et comment, à partir d'une image qui a été extrêmement véhiculée, elle pouvait, en ressortir une forme très, très épurée, dans ce rapport aussi au dessin, au mur. Donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'avais invité Nada Resk, qui est une jeune femme qui est réalisatrice et productrice au Caire, en Égypte, et que j'ai rencontrée parce que pendant plusieurs années, j'ai organisé un réseau qui s'appelle Labo Fiction et qui s'intéressait à créer des liens avec les écoles d'art du sud de la Méditerranée. Et on a beaucoup travaillé avec les Beaux-Arts d'Alexandrie, l'Université d'art d'Alexandrie, et on a reçu pendant 4 années successives des étudiantes pendant 1 an dans l'atelier vidéo, mais après aussi, il y en a qui ont été en atelier 3D, en atelier hypermédia aussi avec une classe. Et donc, on a organisé aussi des workshops à Alexandrie. On a eu beaucoup d'échanges pendant plusieurs années. Et cette étude, elle a passé 1 an à Aix. Et là, je l'avais invitée parce que maintenant, elle a une pratique professionnelle. Et je trouvais très intéressant aussi qu'elle amène toute sa connaissance aussi de ce que c'était que faire des films en Égypte, avec il y a des particularités de ce pays, des difficultés aussi, et puis voilà, de discuter de choses que la plupart des chercheuses qui étaient là connaissaient. Donc ça, c'est un des premiers films qui a été fait. Donc l'idée, c'était qu'on partageait tout le temps l'évolution de ce projet et que chacun aussi a participé, soit du côté de la caméra, soit du côté de la mise en place par exemple des scènes de tournage à chaque film. Donc on se retrouvait aussi régulièrement pour faire le point. Et c'est une pratique d'avancer comme ça. On avance, on revoit, de retour, on avance sur quelque chose, on fabrique quelque chose, on voit ce que ça donne, on modifie. Et dans ces allers-retours,
il y a un groupe qui se crée et aussi ces regards croisés qui sont extrêmement efficaces dans l'avancée du travail de chacun. Je vais vous passer un deuxième. Donc là, c'est Amanda Diaz, qui est une chercheuse donc, qui a fait un doctorat. Elle est brésilienne et elle a travaillé pas mal dans les camps de réfugiés en Palestine, de réfugiés palestiniens, pardon, et au Liban. Et après aussi, elle a fait des parallèles avec des favelas au Brésil. Donc, et aussi, elle était partie sur l'idée de travailler sur comment ça se passe l'islamisation dans certains quartiers du Brésil. Mais en fait, en discutant, on a trop vu que c'était trop compliqué, ça amenait des concepts extrêmement complexes, fins à traiter. Et en 2 jours, on n'avait pas du tout le temps. Donc, elle a pris l'exemple de cette femme. Bon, je ne vais pas vous spoiler, on va regarder. Et là, c'est pareil. Un grand... جوزي توفى لما كنت حامل في الشهر السادس وما كانش فيه حد واقف جنبي عشان أحمي نفسي من الرجالة من نظراتهم اللي بتنهشني وعشان ما توصمش في المجتمع قررت أكون راجل عشان ألبس زيهم وأشتغل زيهم من غير ما حد يتعرف عليا. كان صعب عليا إني أمارس نفسي كراجل لكن من غير كده هيتحرشوا بيا ويتجنبوني في الشغل أو حتى يهاجموني. عملت كل ده عشان بنتي كنت خايفة ينتهي بيها الأمر في الشارع. لما كانت 6-7 سنين سألتني فين أبوك قلت لها أبوكي مات. أنا أبوكي وأمك. À partir c'est plus qu'un fait divers, mais en fait cette vie que cette femme a menée, qui est devenue aussi une star, parce qu'elle a été beaucoup médiatisée quand son histoire a été connue, et puis ça a posé beaucoup de questions sur la société égyptienne. Donc, alors là, c'est marrant parce que c'est vrai que il y a beaucoup aussi de jeux, de plaisir à faire ce genre de film, parce que tout le monde, il y a un côté enfantin aussi, parce qu'on retrouve des plaisirs aussi de se déguiser, d'aller prendre des affaires, de jouer, enfin vraiment dans le jeu, et de raconter des histoires comme quand on est enfant, ou se faire raconter des histoires. C'est un truc qui est universel et très très qui
passe aussi à travers les générations. Et ça, il y avait aussi une vraie dimension ludique à la fabrication de ces petits objets finis, parce que, ouais, c'est ça, on se déguise, on doit réagir très très vite, on fait les choses avec ce qu'on a sous la main, et ça rappelle aussi quand même, je pense, des souvenirs importants. Et c'est quand même pas l'habitude dans le milieu universitaire, et ce genre de moment-là, parce qu'elles étaient quand même entre collègues, hein, personnes qui pratiquent une même, même si les travaux sont différents, mais en tout cas il y a des méthodologies similaires et tout, et là c'est vrai qu'elles ont quand même pris beaucoup de plaisir à faire ça, parce que c'est un moment d'échapper, c'est un moment de se déplacer, c'est un moment de déplacer sa pratique, parce que quand même elles parlent quand même de questions qu'elles abordent dans leurs travaux universitaires. C'est pas complètement déconnecté, c'est pas comme si elles avaient fait un stage, je sais pas, de tai chi. Mais il y a vraiment, parce que si elles ont choisi ces filières-là, c'est parce que derrière il y avait une espèce de connaissance aussi de ça. Donc ce décalage dans les formes que ça a pris, là, des petits films qui ont été faits vite fait, bricolés, c'est intéressant aussi, je pense. Enfin, en tout cas, et pour nous aussi c'est intéressant, côté on va dire art, artiste, c'est que elles arrivent avec une vraie... la rigueur aussi est quand même extrêmement importante, et c'est aussi agréable de travailler avec des gens qui ont une pensée quand même très construite, avec des références solides, une façon de travailler qui est quand même cadrée, en même temps avec beaucoup d'apports personnels. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est des façons assez différentes de travailler, et ce mélange peut être très productif. Alors je vais finir, j'ai encore 3 minutes. Voilà, on va juste parce qu'un autre petit film. Donc, alors Mathilde, alors, elle par exemple, c'est quelqu'un qui a fait un doctorat. Alors la thématique, c'est figure du peuple dans le cinéma documentaire des femmes en Égypte, en Tunisie et au Liban. Et elle a fait un ouvrage sur Jocelyne Sab, donc qui est une grande réalisatrice libanaise qui vit en France. Et c'est marrant parce que moi, quand j'ai fait en 2013, on a fait un énorme workshop où on a fabriqué des films comme ça avec des étudiants de tout le sud de la Méditerranée. Et j'avais invité des gens de l'image, des artistes, tout ça. Et j'avais invité Jocelyne Sab, qui est venue passer 3 jours avec nous. Et c'est quelqu'un d'extrêmement... dont j'aime beaucoup le travail. Et ça a été un très beau moment avec elle, parce qu'elle a aussi une façon d'échanger avec les étudiants qui était remarquable. Et c'était drôle que Mathilde ait fait ce travail sur Jocelyne Sab. Donc elle a pris, elle a pris un fait divers français qui venait juste d'être révélé. C'est cette femme de Perpignan qui a perdu la mémoire et qui lançait un appel, les radios, les télés lançaient un appel pour savoir si quelqu'un la connaissait. Et en fait, Mathilde a imaginé que c'était pas terrible en fait de voir tous ces gens, et qu'elle aurait préféré rester amnésique. Oh là là. J'ai vu l'annonce dans le journal. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te souviens bien de moi, hein, Nolita? Nolita, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Je vous ai apporté des œufs. Vous adorez l'omelette. Oui, vous adorez l'omelette. Ils sont bien frais. Je les ai récupérés de mes poules ce matin. Il faut absolument que vous mangez des protéines, des protéines, des protéines. Les protéines, c'est très bon pour la mémoire. Madame Martin, je vous promets que demain, je vous apporte encore 8 œufs. 8 œufs pour votre bonne santé. Madame Martin, à très bientôt. Salut. Putain, mamie, mais t'es sérieuse là? C'est quoi cette annonce? C'est quoi cette annonce que t'as mis à la Provence? Toi, tu penses pas à moi en fait quand tu fais ça. Et nanani, la voisine, je sais pas quoi, elle m'en parle. Tout le monde me dit ah, mais ta mamie c'est une gâteuse. Tu vas en faire quoi? Tu vas aller la garder et tout. Non, mais tu penses à moi quand tu fais ça? Et voilà, putain, et du coup, mon quotidien, c'est quoi? C'est répondre et parler de toi toute la journée. Alors quand j'ai des trucs à faire, tu vois, moi, il faut que je sais pas, j'ai des potes, quoi, j'ai une vie. Et moi, je pense que tu fais un peu, tu te la joues, quoi, un peu, je sais pas, peut-être que tu t'ennuies dans ta vie. Moi, je pense que c'est un peu, voilà, tu vois, ressaisis-toi, quoi.
Arrête, c'est bon, t'es vieille, mais ça va, on est là. Si tu veux une dernière gloire, tu vas faire un truc intéressant, quoi. Fais pas ça, c'est nul, tu vois. Quel malheur, c'est que vous êtes arrivé. Vous vous rappelez vraiment plus de rien, rien du tout. Je m'appelle Nathalie. On se connaît pas très bien, mais on se croise tous les jours dans la rue. Oui, tous les jours. Alors, vous voulez des souvenirs des gens? Vous savez, j'ai une petite fille, elle s'appelle Noé. Mais je l'appelle Noé, elle s'appelle Noélie. Heureusement que vous avez oublié ça, la fatigue de la maman. C'est quelque chose que tout le monde devrait oublier, sinon il n'y aurait plus d'êtres humains sur Terre. Ah, vous savez pas, vous vous rappelez de ce qu'on vient de dire? Merci, Madame Martin, au revoir. Oh là là, Madame Martin. Vous vous rappelez, on se croisait tout le temps à la boulangerie, au coin de la rue, là, à côté de là où vous habitez. Vous adoriez les flancs à la noix de coco. Oh là là, je suis très émue, excusez-moi. Hein. Madame Martin, vous étiez là tout le temps, un grand soutien pour moi. J'étais déprimée, vous vous rappelez? Excusez-moi, Madame Martin. Bon, on se voit très vite, d'accord? Prenez soin de vous. Je suis content de voir que je peux enfin te parler. Il y a 3 jours, tu m'avais promis de me payer mes études et là, ben voilà, plus personne ne me croit. Je sais pas comment je vais faire. Tu peux pas essayer de faire un effort, je sais pas, essaye de te rappeler un peu. Parce que je t'ai fait du mal, je sais pas, mais bon, quand même, c'est pas possible. Tu peux pas non plus dire qu'on perd la mémoire et puis faire semblant aussi un peu, peut-être, non? Moi, j'aimerais vraiment que tu fasses quelque chose, quoi. Parce que là, moi, je suis pas bien et je sais pas comment je vais m'en sortir. Allô, c'est le journal? C'est le journal de la Provence? Oui, c'est Madame Martin. Madame Martin, j'avais mis l'annonce parce que je ne savais plus qui j'étais. Oui, je veux enlever l'annonce. C'est bon, je me souviens maintenant, je veux enlever l'annonce. Ils ne m'intéressent pas, ces gens. Ils ne m'intéressent pas du tout. Non, je ne veux pas les voir. Je veux enlever l'annonce. Il faut plus venir chez moi. Il ne faut plus. Merci. Donc là, tout le monde à peu près est passé. Donc c'est ça aussi ce qui est bien, c'est la construction collective et puis chacun participe au projet de l'autre. Et alors ça, c'est vrai que voilà, c'est ces petites formes-là qui sont drôles, qui sont rapides. Donc je te rappelle, ça fait en 3 jours. Mais en même temps, je pense que ça va aussi, ça peut déclencher des choses intéressantes pour après aborder peut-être des questionnements sur plus long terme, sur des objets plus construits, plus ambitieux entre guillemets. Mais en tout cas, d'après les retours qu'on a eus, c'est vrai que ça déclenche des envies, en tout cas. Ça déclenche des idées de travailler peut-être différemment aussi. Ou en tout cas, je pense que ça peut être vraiment très complémentaire avec un travail très construit d'articles, de publications, de recherche, et d'aider aussi peut-être à... Parce que je pense que si on parle de la question de l'image, d'en faire soi-même, à un moment donné, c'est très important, parce qu'on se rend compte en fait que même sur des petites choses comme ça, les choix qu'on va faire dans le cadrage, les choix qu'on va faire dans le montage, même sur des trucs, des détails, ça participe vraiment très très fort à la réflexion. Et c'est tout le propos qu'on a mis dans les écoles d'art, par exemple, c'est que la pratique, le faire, c'est une forme de pensée, que on peut, en fabriquant des images, on réfléchit sur l'image, et c'est une autre façon d'aborder cette thématique-là, cette question de l'image de l'intérieur. Voilà, en tout cas, pour moi, ça a été extrêmement agréable de passer ces 3 jours avec ce public-là, et j'espère que ça continuera, qu'on fera d'autres expériences. Voilà. On va faire tag team, équipe de catch, voilà. Pour vous parler d'écriture ludique et comment on a mis en place notre partie de ce même workshop. Donc, ce que vous venez de voir, c'était un workshop de 3 jours, mais au lieu de travailler sur la question de la vidéo, le fait divers, nous, on utilisait plutôt les méthodes et la matière du jeu pour travailler avec des chercheurs en sciences humaines. Alors ça, c'est Ça,
un néologisme. Voilà. Un principe que tu as proposé. C'est un mot valise. Donc c'est la praticité des mots valises. C'était pour essayer de commencer à ouvrir sur cette expérience qui dure quand même depuis quelques temps dans l'atelier, avec la collaboration de Douglas et Cédric notamment, et d'un ancien étudiant qui est Robin Moretti, et tout ce que ça apportait à l'atelier jeu, et donc proposer donc cette anthropologie jouable potentiellement. Voilà. Oui, je me rends compte qu'on ne s'est pas trop présenté en fait dans le travail. On ne s'est pas présenté. Voilà. Donc, là, c'est étudiante dans l'école et donc utilise tout un tas d'ateliers, mais qui est très présente dans mon atelier que je gère à l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence, l'atelier jeu. Et où nous travaillons avec tout un tas de différents matériaux qui peuvent de près ou de loin toucher à la question du jeu. Mais en ce moment, on explore pas mal la question des cartes. Et donc, on fait bien sûr, on fait jeux vidéo, on fait même jouets, et on regarde comment les artistes pourraient être intéressés à ces formes. Mais il y a une partie de nos activités qu'on développe de plus en plus en ce moment, c'est cette histoire des cartes. Voilà, donc quelques références pour venir à la Provence, que vous devez reconnaître, j'imagine. Donc c'est pas une histoire nouvelle que les artistes s'intéressent aux cartes. Là, vous avez par exemple au Waterjam, là c'est une des boîtiers Fluxus qui donne des instructions pour des performances, des cartes qui ont été développées ici à Marseille par les surréalistes qui s'inspiraient du tarot et d'autres. Bon, alors là c'est un peu tous les héros des surréalistes, du Bleu Roi et autres. Et en collaboration avec tout un groupe d'artistes dans une communauté qu'on a plus ou moins construit autour de l'idée du jeu. Donc c'est un groupe qui s'appelle Enyorhof. Nous avons développé une technique d'utilisation des cartes, pas seulement pour jouer, mais aussi pour construire des formes, construire de l'art, pour nous donner des idées, pour lancer des workshops. Donc on utilise ces cartes comme point de départ. Et voilà, donc on a tout un tas de différents types d'expériences. Ça, c'est des cartes qui ont été utilisées dans un cours il y a quelques semaines, mais parfois des cartes qui servent à fabriquer des jeux, une espèce de jeux de société, pour explorer différents... Bon, ça c'est comment grimper une montagne, décomposée avec des cartes et un plateau, comment survivre à la fin du monde. Parfois, c'est pas un travail qu'on a fait à Aix, mais j'ai aussi un travail de curateur et je travaille avec tout un tas de jeunes artistes, designers, concepteurs dans différents domaines. Et ça, c'est une expo que j'avais montée. On a exploré tout un tas de formes hybrides aussi. Donc, parfois, les cartes interagissent aussi avec des écrans. Je travaille aussi en collaboration avec des artistes comme des personnes comme Léa Schoenfelder ou avec Guido Stern, on va voir tout à l'heure. Là, c'est un jeu où on a eu comme commande l'idée on nous a demandé de créer un jeu qui pourrait explorer qu'est-ce que c'est l'intérêt, disons, qu'est-ce que c'est l'importance de la votation. C'est un jeu qui s'appelle Démocratie. Ça, c'est un jeu où on a travaillé avec des scientifiques du CERN pour modéliser des particules subatomiques. Voilà, donc je disais, voilà, ce jeu Démocratie, qu'est-ce que c'est la démocratie aujourd'hui, quels sont les mécanismes, des mécanismes qui sont très très présents. Si vous entendez mon accent, moi je viens des États-Unis,
ces mécanismes que nous, on a modélisés sont pratiqués à grande échelle dans mon pays en ce moment. Voilà, donc des cartes, donc on utilise des cartes pour se poser des questions, explorer des situations politiques. Ça, c'est un artiste, Florent Deloison, ancien étudiant de l'école d'Ardèche, qui a généré ces cartes-là qu'on utilisait après pour imaginer pour expérimenter différentes choses. Et donc c'est devenu plus ou moins une méthode qu'on utilise. Là, voici, avec ces cartes qu'on vient de voir, autour d'une esthétique que Florent a créée autour de ce qu'il appelle le Giscard Punk, et les mots et les termes qui rentrent dans ce monde du Giscard Punk. Après, on fait des petites sessions. Ça, c'est un après-midi où on avait imaginé un jeu qui aurait comme interface une télécommande et en prototype, en papier, les interactions. Voilà. On fait aussi beaucoup de workshops, parfois des workshops d'écriture, ici par exemple, mais qui finissent par utiliser aussi ces méthodes de cartes. Parfois, je vais à l'étranger pour travailler. Donc ça, c'est avec Ido Stern dans son Game Lab à UCLA. Donc on a fait un workshop. Là, c'était pareil. Je crois que c'était 3 ou 4 jours. Et on avait réalisé tout un tas de choses avec ces étudiants. Si ça vous intéresse, il y a un bouquin, je l'ai amené, je peux si vous voulez feuilleter après, où on explore, on décrit aussi ces méthodes de travail rapides. Ça, c'est une expo que j'ai montée, ça, c'est un tripot qu'on a généré. C'était un expo à 2 niveaux. On avait créé un tripot où on jouait aux cartes dans le tripot, dans le sous-sol, à Milan. Là, c'est une expo en Suisse que où j'avais montré aussi un certain nombre de résultats de ces workshops. Là, une autre personne avec qui je travaillais beaucoup avec ces méthodes, Cassandre et Simon. Voilà. Donc trop d'expérience depuis 5 ans que je pourrais parler pendant les heures. On voulait partir d'une expérience, d'une œuvre, d'un objet, d'un jeu que Leslie a conçu et qui nous a donné plus ou moins le point de départ de ce workshop avec les chercheurs, et vous verrez aussi avec quelques étudiants d'Aix. C'est vrai qu'on a la tendance dans l'atelier de parler aussi de là d'où on vient. Et par exemple, ce jeu, je l'ai fait l'année dernière. Je l'ai présenté au MUSEM à un événement qui était en hommage à la mémoire de Nathalie Magnan et à tout ce qu'elle a pu apporter à la culture cyberféministe en France, parce qu'elle était la traductrice notamment de Donna Haraway et après a été enseignante à l'école de Bourges avant de disparaître. Et il y avait cet événement auquel on avait été conviés en tant qu'atelier et sur lequel on a travaillé tous avec des projets. Celui-ci, du coup, que j'ai vraiment travaillé à l'atelier, qu'on a joué avec beaucoup d'étudiants, et qui est du coup un jeu de cartes. Donc là, c'est vraiment un résultat, et c'est un jeu de cartes narratif pour faire globalement le pitch rapide, le petit discours d'introduction. C'est globalement incarner une princesse Disney, que j'ai choisi délibérément de prendre dans un sens large, c'est-à-dire tout personnage qui a un peu statut et aura, charisme d'une princesse dans les univers détenus par la franchise Disney à l'heure actuelle, c'est-à-dire beaucoup de choses. Globalement, Disney récemment a racheté la Fox, ce qui fait qu'en décembre, en tout cas, il détenait 27% de la production filmique américaine, ce qui est assez énorme. Donc je me suis emparée de ces princesses. Donc voilà, il y a Yoda, bien sûr, du coup de John McClane de Piège de cristal, Daya Hard, et les princesses Disney plus traditionnelles comme Blanche-Neige. Ellen Ripley, c'est dans Alien. Et donc ces princesses sont mises en situation, rassemblées dans un sommet politique où elles sont invitées à venir discuter et choisir des situations sur lesquelles elles vont essayer d'agir, des situations qui, elles, sont de notre monde bien à nous. Il y a des exemples qui arrivent là. Donc, par exemple, c'est pixelisé, mais à chaque tour, globalement, du point de vue d'où elle parle, donc Ellen Ripley, avec ses sensibilités et ses capacités d'action, va devoir discourir avec
Mulan et Belle de La Belle et la Bête, de savoir si elles veulent interagir avec les éruptions volcaniques, essayer de résoudre ce problème de la manière dont il leur plaira, ou plutôt agir sur les recours abusifs des antipsychotiques dans les maisons de retraite aux États-Unis, voilà. Ou l'estimation de la... Ou l'estimation de la montée des eaux, du niveau de la montée des eaux. Ouais, le jaune, je savais que j'aurais pas dû mettre en répondre. Ouais. Estimation de la montée du niveau des eaux entre 0,5 et 1,2 mètres d'ici 2300. Donc voilà, savoir, face à ces signes qui sont potentiellement porteurs de l'apocalypse, sur quelle situation elles interagissent, donc comme dans un sommet, comment elles priorisent et comment elles vont agir sur cette situation. Et comment elles agissent dépendra de leur humeur et de leurs décisions. Parce qu'en dessous de chaque personnage, il y a leur petite humeur qui détermine aussi si elles ont une influence positive ou négative sur leur action. Voilà. Donc en fait, pour le résumer globalement, c'est un jeu dont vous êtes les héroïnes, donc qui se passe au féminin, puisque ce sont toutes des princesses et qu'elles partent toutes au féminin. Et donc voilà, elles doivent construire ensemble une histoire et un récit. C'est une histoire collective de récits apocalyptiques. Donc, princesse John McClane, princesse Darth Vader, on va décider. Elles vont intervenir sur les projets de la Chine, expropriation des Rohingyas, les fuites d'hydrocarbures dans les habitats des espèces marines, ou intervenir sur le bonobo en voie d'extinction, avec des éléments de ressources, raréfaction, faune, primates, maladies, voilà, il y a différents... manières de le jouer. Oui, mais il y a aussi différents éléments dans chacun de ces catastrophes qui arrivent, qui peuvent aussi déterminer l'intérêt ou pas d'intervenir selon les humeurs des princesses ce jour-là. L'idée, oui, c'est vraiment donc d'ouvrir un débat et de faire cette histoire sur laquelle on a une forme d'emprise qui est juste une décision, certes. Là, en l'occurrence, c'est la session de jeu qu'on a fait pendant le workshop avec les étudiants du workshop. Donc, il y avait des anthropologues, des étudiants d'art. où il s'est passé quelque chose d'assez improbable. C'est toujours comme ça avec ces jeux qui sont un peu émergents. C'est-à-dire qu'ils ont eu tous à peu près des discours un peu colonialistes, un peu esclavagistes, mais ils ont déjoué l'apocalypse. Ils ont empêché le monde de tomber dans l'apocalypse, alors que leur discours à côté était vraiment limite, borderline, vu qu'en plus, eux, c'était du coup des gens qui connaissaient la plupart des sujets qui étaient sur les cartes, qui étaient sujets d'actualité de quand je les avais écrites. Voilà. Oui, mais ça leur permettait de prendre des positions assez violentes, opposées à leurs convictions politiques, et explorer toutes les ramifications de faire tel ou tel choix selon si on est Ellen Ripley, Yoda, ou, voilà, selon les intérêts qui peuvent parfois être assez noirs. Alors, donc, en partant de ce jeu, Apocalypse Talks, on a travaillé pendant l'été à préparer avec, donc, pareil, une annonce qu'on a fait, un appel à contribution, et où il y a 5 chercheurs qu'on a retenus et qu'on a mis en lien avec 5 étudiants de l'école d'art. Et on a, avec ces binômes qu'on a construits, donc 5 groupes, 5 binômes, on a commencé par jouer à Apocalypse Talks, et ça a servi, ça a été assez efficace comme moteur pour faire comprendre très vite qu'on peut, avec un jeu, saisir un sujet complexe autrement. C'est-à-dire que il peut avoir des effets de discours, il peut avoir des questions, éventuellement des messages, mais on essaie d'éviter ça. Mais en tout cas, il y a des sujets qui peuvent être traités, mais des sujets qui ne sont pas traités avec la manière habituelle de ces chercheurs, par des textes où on décrit des choses. C'est plutôt en jouant qu'on comprend certains aspects, certaines complexités des situations ou d'un sujet. Et donc là, c'est les 10 personnes, donc comme je disais, 5 étudiants et 5 chercheurs. On a créé ensuite un planning très précis. On a presque respecté en plus. Oui, ouais. On a presque tenu. Où on a beaucoup joué avec eux
où ils avaient des phases de présentation, de jeux, d'idéation, de tests, représentation, rejeu et beaucoup de moments aussi de déstabilisation. Dans cette logique justement de déplacement, c'était les amener tous, les binômes, dans des territoires un peu hostiles, oui. où ils ont, en 10 minutes, on doit produire le prototype du jeu, c'est-à-dire faire un pitch très rapide, expliquer comment ça marche en 10 minutes, alors qu'ils ne se connaissent quasiment pas et qu'ils ont des contraintes qu'on va vous montrer justement. Et c'est là que reviennent les cartes que vous a présentées Douglas. C'est qu'on les a en plus contraints sur le territoire où ils devaient dialoguer. Donc qu'est-ce qu'on joue? Voilà. Ils ont eu des cartes à tirer. Il y en a qui étaient un peu préfixées, c'est-à-dire notamment le sujet de recherche qui dépendait du sujet de recherche du chercheur, auquel on leur avait demandé du coup des textes pour essayer d'un peu comprendre quand même, et qu'on a réduit en 2 ou 3 mots-clés, ce qui est un peu barbare, certes, mais qui permet de déterminer un champ. Et donc dans ces contraintes-là, il y avait le format, donc comment ils allaient raconter. Donc là, le jeu Twine, du coup, c'est un jeu en hyperlien. On va vous montrer pas mal d'exemples, donc je passe un peu vite là-dessus. Mais il y avait aussi la notion du coup de faire des jeux de cartes ou de faire une maquette papier d'un jeu vidéo. C'est-à-dire globalement créer une scène et juste travailler très rapidement sur des notions de jeu, mais vraiment plus travailler sur l'esthétique du coup et comment ça peut se montrer. Donc là, première carte, le sujet donc qui était un peu triché, la méthode qui était la méthode dont ils allaient devoir nous exposer leurs idées, qui est une carte qu'on a trouvée du coup pour ce workshop-là, qui leur impose un petit peu voilà, des différentes manières de visualiser ou d'organiser. Voilà, pie chart qui n'a pas été tiré, mais on est très fan de cette méthode de travail. Donc on leur a donc ça, ce sont des contraintes qui permettent dans un workshop de 3 jours de très très vite trouver un sujet et de ne pas passer trop de temps dans une sorte de crise existentielle de qu'est-ce que je vais faire. En plus, on avait des chercheurs en sciences humaines et puis donc 5 chercheurs en sciences humaines avec des sujets, avec des connaissances très approfondies. Et puis des étudiants en art qui ont des approches et des positionnements. Ils étaient pour la plupart plutôt de 4e, 5e année, donc des gens assez construits dans leur projet artistique. Et donc comment faire rencontrer ces mondes-là en fixant des contraintes, ça permet de très vite aller à l'essentiel. Donc par exemple, ça on a eu, c'était pas mal, Campfire, eux ils devaient travailler pour trouver leur idée, d'utiliser cette notion d'un récit qu'on raconte autour d'un feu de camp. Et ça marchait assez bien, ils nous mettaient le téléphone avec le feu et on se sentait tout de suite comme si on était autour d'un camp, un feu de camp, dans les bois. Ensuite, les mécanismes du jeu et après des cartes managers, ça serait trop long à expliquer, mais qui sont des cartes qui déstabilisent les participants. Par exemple, si je faisais Start Over, il faudrait que je retire toutes les cartes et faire plutôt un jeu Twine sur les sujets des jeunes recrues français dans l'armée israélienne avec comme méthode de générer un press kit. La mécanique du jeu, ça serait cuisiner et avec d'autres contraintes. Alors, on a les exemples, voilà, on a les résultats. Donc, Noé et Clémence ont fabriqué une tête de papier sur le sujet des cimetières palestiniens. Donc, c'est ça que Leslie disait, on a un peu triché, on a mis en face une chercheuse avec ses propres recherches. Comme ça, on pouvait aller assez vite. Leur méthode de travail, c'était des schémas. Ils devaient imaginer un jeu sur le principe de ramasser ou de cueillir. Et ils avaient des cartes industrial sabotage et sabotage industriel et espionnage industriel. C'était les cartes de déstabilisation. Nadia, une étudiante à l'école, et Pierre France ont travaillé sur la musique maghrébine. C'est eux qui ont utilisé les techniques de Campfire, ont créé un jeu textuel
avec le mécanisme tué. Je ne sais pas s'ils ont vraiment intégré la notion de la technique de tuer. Lola et Guillaume ont fait un jeu Twine qu'on va vous montrer sur la question du rapport des animaux et des êtres humains, comme méthode le storyboard. Mais ils avaient une carte où ils pouvaient enlever une carte et ils ont enlevé le mécanisme. Sichuan et Christine ont fait un jeu de cartes sur la question des micro-gestes. Christine travaille sur les micro-gestes liés à la reliure. Restauration de manuscrits anciens. Voilà. Et Benjamin et Théo ont créé un jeu de cartes sur le sujet des jeunes recrues français dans l'armée israélienne. Et ils avaient comme méthode de travail la carte. On mettait souvent une petite mot qui donne des indications sur l'intérêt de cette méthode de travail. Et donc la carte permet de spatialiser une pensée, une compréhension d'un sujet. Et avec le mot tiret. Et c'est juste un mot tiret, donc ça peut dire pampan, mais ça peut aussi dire tirer, comme tirer une ficelle. On ne donne pas d'indication là-dessus. Et eux, par exemple, l'ont gardé jusqu'au bout. Et à chaque fois, ils le justifiaient dans tout leur pitch de ouais. Ah ben là, on va tirer 3 cartes parce qu'on a le mot tirer. Donc voilà, il y a aussi ça qui leur a servi un peu de fil rouge. Donc vous verrez, il y avait les pitchs qui revenaient à plusieurs fois, où ils devaient présenter, représenter. Et les méthodes leur permettaient de structurer la préparation de ces présentations. Et ensuite, dans l'après-midi, une fois qu'ils avaient tiré leurs cartes, on a basculé sur qu'est-ce qu'ils allaient raconter. Ils avaient leur sujet de recherche, mais comment on raconte un sujet de recherche à travers un jeu? Oui. Donc là, c'est vraiment des questions, donc toujours pareil, qu'on bosse un peu dans l'atelier, mais qui sont aussi un peu le propre de ces outils, c'est les narrations non linéaires. Et du coup, en jeu aussi, comment construire des structures en fait, pour que les histoires soient composables et générables potentiellement à l'infini avec des variantes. Et l'idée, c'était donc de leur faire appréhender Twine. Un logiciel d'écriture non linéaire. Voilà, un logiciel d'écriture non linéaire qui est très rapide, qui ne permet pas beaucoup de code et qui permet de commencer à sentir en effet ce côté de quand on clique, ça change quelque chose. Et juste vraiment cette interaction assez basique et comment on peut faire des histoires avec ça. Et du coup, l'idée, c'était de leur montrer Twine, mais aussi qu'ils avancent sur leur projet. Donc j'ai composé un outil qui s'appelle Scenarist Tips, qui est censé donner des aides pour faire des scénarios. Et on peut le jouer tout de suite si vous voulez voir comment ça marche. Vous êtes prête? Si vous êtes prête. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Métaphorique ou littéral? Métaphorique. Un joueur ou plusieurs joueurs? Plusieurs. Donc, nous voulons créer un récit métaphorique pour plusieurs joueurs. Réflexion ou action? Action. Voilà. L'action, alors, sous question, l'action s'orchestre autour d'un objet, d'un personnage, d'un geste, d'une histoire, d'un univers. Et là, distraitement aussi, la phrase a commencé à changer aussi dans cette idée que les choses sont vraiment s'altèrent au fur et à mesure qu'on écrit. Donc là, maintenant, nous allons écrire un jeu métaphorique. Bon, l'histoire se précise, on n'est plus dans un récit, on commence à être dans un jeu. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Objet, personnage, geste, histoire? Geste. Donc, si vous étiez le groupe geste, comme jeu, micro-geste, voilà. Ce geste sert de motif récurrent, de thématique ou d'objectif? De thématique, voilà. Nous allons écrire un jeu métaphorique d'action pour plusieurs joueurs. L'intrigue tournera autour d'un geste qui peut être envisagé comme thématique. Vous voyez, ça commence à ouvrir et fermer à la fois. Et les cartes, c'est la même chose. C'est une manière de pousser les gens à avancer avec la création qu'ils sont en train de faire. Et c'est des raccourcis que nous préparons. Donc là, c'est Leslie qui a construit tout cet outil que vous avez utilisé, en partant de notre expérience dans l'atelier, de ce qu'on sait, des étapes qu'on connaît, donc les étapes où il faut passer lorsqu'on est en train de construire un jeu. Donc à partir de cet outil, ils se sont mis à écrire dans l'atelier. Voici l'atelier.
et ils ont commencé à construire aussi leur forme. Parfois, donc l'écriture se faisait avec des ciseaux, avec du papier, mais parfois on faisait directement des gestes, tester des gestes, beaucoup de tests. Avec différentes méthodes, des schémas. Ça c'est quelque chose que vous allez voir juste après. Donc ça c'est un schéma du rapport, des décisions qui sont prises à partir d'une situation de rencontre, de confrontation des animaux et des êtres humains. Voilà, donc voilà à quoi ressemble l'atelier dans la phase construction, et puis quelques images de résultats, donc un jeu de cartes, navigation alexandrine, aussi voilà une sorte de théâtre de papier d'une cimetière palestinienne. C'est le système de Jérusalem qui s'est impliqué. Le titre, je crois que c'est Au pied de la porte dorée, le dernier qu'on a fixé. Voilà, la porte dorée. La porte dorée, qui avait une ampoule, on va voir. Voilà. Et après, deux jeux qui se passaient sur des tablettes. Un jeu textuel, mais avec des illustrations et de la musique sur la musique maghrébine. Et un autre jeu qu'on va regarder, qu'on va lire, qu'on va jouer sur les rapports entre les êtres humains et les animaux. Voilà. Donc, on va finir avec un de ces jeux / récits qui partent d'une notion de procès. Donc voilà la lettre de motivation de Guillaume, donc du chercheur, qui expliquait qu'il travaillait à l'IFPO de Beyrouth, où il travaille sur la traduction de, ne me demandez pas de prononcer ça, les épîtres des frères en pureté, une encyclopédie philosophique médiévale, voilà. Et donc, et lui il était intéressé dans le workshop de travailler sur l'épître 22 sur les animaux, avec une fable d'à peu près 200 pages allégoriques sur le procès devant le roi des djinns, sur la question de la domination humaine sur le bétail et les bestiaux. Donc on a mis Guillaume avec Lola Dubus, qui est une étudiante très présente dans l'atelier, qui a fait beaucoup d'expériences sur le jeu. Et voici le système, voici le schéma, y compris la programmation textuelle qu'ils ont développé en 3 jours autour de ce fable. Donc vous voyez les différents algorithmes, codes et écritures qui se mélangent dans ce logiciel Twine. Et ça a donné au final cette chose-là, qui est mon dernier slide, et je vais juste lancer le... Ah, je croyais que je l'avais préparé. Les animaux. Et voilà. L'idée, c'est que cette fable avait aussi une structure un peu générative où on peut jouer ce procès qui se passe devant le roi des djinns, où les animaux, à la base, viennent porter plainte de la domination que leur impose l'homme, et eux l'ont travaillé pour qu'on puisse la parcourir plusieurs fois, des fois tuer tout le monde, des fois tuer l'humanité, complètement bouleverser la symbiose entre les animaux et les hommes, et qu'il y ait inversion des rôles progressivement, plus on joue, et par exemple on peut arriver aux animaux qui dominent les hommes et les hommes qui se plaignent qui sont dominés des animaux. Enfin voilà, c'est quelque chose aussi qui est... Donc au sud de l'équateur, au beau milieu de l'océan vert, un navire fait naufrage. Les marins tentent désespérément de rejoindre une île aperçue au loin, mais leurs efforts se brisent sur les récifs et leurs corps sont battus par les vagues. Pourtant, dans un ultime souffle, quelques-uns parviennent jusqu'à cette terre qui s'avère être l'île d'Éden. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Ils parviennent. Le naufrage avait attiré l'attention des animaux insulaires. Tiraillés entre crainte et empathie, ils se pressent sur le rivage. Un des hommes agonisants lève instinctivement la main. Par réflexe, un chien mord le membre inquiétant et toute la meute se précipite pour se repaître des naufragés. Mais l'ours s'interpose d'un regard autoritaire, maintient les chiens en respect, saisit la main et redresse le corps. Alors,
Hein? Toute la meute. Toute la meute. Aucun d'eux n'est capable de faire face. Tous meurent, perdent leur âme. Voilà. Et donc, et puis s'il y avait un autre chemin, on aurait arrivé sur le jugement que les djinns arrivent, interviennent, et on comprend toute la complexité en jouant de ces interactions et de ces décisions, et on participe voilà, même aux décisions que les djinns ou les animaux ou les êtres humains doivent prendre. Voilà, on a fait le tour. Merci. Donc, je vais vous présenter en fait les travaux des étudiants. Et ça va me permettre de vous expliquer un peu la démarche. En fait, quand Cédric m'a proposé donc de participer au workshop, c'était plutôt au départ l'idée de réfléchir sur ces nouveaux formats liés à la recherche et donc d'essayer de questionner comment il pouvait y avoir un dialogue, une rencontre entre artistes et chercheurs. Et je lui ai dit qu'en fait, à ce stade-là de l'année, j'avais plutôt envie de venir avec mes étudiants et de proposer un workshop à mes étudiants et de profiter donc des travaux des différents ateliers pour voir comment il était possible de rendre compte de ce qui s'est passé dans ces ateliers. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que dans le master où j'enseigne, on est sur une logique d'apprentissage liée au projet. Et donc très rapidement, j'ai un problème de copie, bien sûr. Et donc très rapidement, on leur demande de s'investir sur des actions dans des domaines qui leur sont inconnus. C'est-à-dire que nos étudiants, ils arrivent au master avec un projet personnel, ils viennent pour réaliser un film en fait, et ils sont beaucoup préoccupés par ce projet, un peu auto-centré, et on essaye de trouver des moyens de les distraire. Et en fait, on leur demande très rapidement d'aller sur un sujet qu'ils ne connaissent pas et d'être curieux, de se mettre à l'écoute de ce sujet. Et donc voilà, ces ateliers m'ont semblé être un terrain idéal pour mes étudiants. Alors pourquoi idéal? C'est un peu dans le même état d'esprit que toi, c'est-à-dire que c'est très court, ça dure 3 jours, c'est sur un seul lieu, tout se passe au même endroit, et ils doivent avec cela proposer un regard, réfléchir à un récit. Et donc pour moi d'emblée, ça les met en situation du documentariste classique qui ne connaissant pas un sujet, va devoir trouver par sa sensibilité, sa façon de regarder, ce qu'il a envie d'en dire et la narration qu'il va devoir inventer pour cela. Donc voilà, c'est comme ça que j'accepte la proposition de Cédric et que je viens avec mes étudiants. Donc je regarde juste si c'est fini de copier. Non, toujours pas. J'espère que je n'ai pas un problème avec ma clé USB aussi. Excusez-moi, j'essaye de copier le film. Non, mais ça va, je vais y arriver. Là. Hop, je vais faire ça. Et voilà, c'est en train de copier. Donc, à moins que vous voulez faire la pause maintenant. Après, mon intervention va être assez courte. Moi, je vais vous donner un peu le contexte du travail que j'ai proposé aux étudiants. Je vais vous montrer peut-être les 3 films qui sont assez courts. Et puis après, on peut peut-être faire la pause. Donc, en les amenant à l'école d'art, je savais que je les amenais sur un terrain inconnu. Je leur avais proposé très rapidement de réfléchir sur la question de la collaboration entre l'artiste et le chercheur, c'est-à-dire qu'ils venaient quand même avec l'idée que ce qui allait se passer dans le cadre des ateliers,
c'était plutôt de l'ordre de la rencontre et de l'échange, et que donc ce qui serait intéressant, c'est de comprendre ces logiques qui allaient se mettre en place, c'est-à-dire comment chercheurs et artistes allaient arriver à créer un langage pour communiquer et travailler ensemble. Donc ça, c'était un peu l'enjeu, mais je ne leur avais pas dit plus que ça. Et donc, ils avaient 3 jours pour faire une proposition, donc c'est-à-dire négocier dans l'équipe quel film ils voulaient faire, créer les équipes, faire le tournage et le montage. Je vais vous montrer les 3 films très rapidement, et puis ensuite vous expliquer un peu comment, à partir des films, en fait, on met en place un processus pédagogique avec eux pour questionner aussi, donc à partir de leur pratique, très rapidement, leur rapport à la réalité et comment on les amène à regarder peut-être petit à petit différemment les événements, à s'insérer différemment dans les événements, à la fois pour s'interroger sur leur regard, évidemment, et sur la façon dont ils posent leur regard, mais aussi sur ce qu'impacte la relation filmeur-filmé, sur qu'est-ce que devient un point de vue quand il devient documenté et qu'il se confronte à la réalité, et voilà, ainsi de suite, comment on les amène à réfléchir sur les différents points qui constituent en quelque sorte la réalisation documentaire. Je vais continuer un peu à parler parce que la copie prend plus de temps que prévu. Et ce qui est compliqué donc, pour les étudiants, bon, bien évidemment, c'est que pour eux, c'est le premier projet qu'ils mènent avec nous. Donc pour la plupart, ils n'ont pas fait de film avant. Et ils savent qu'il y a un enjeu, c'est de faire un film. Donc en réalité, ce que je fais, c'est qu'avant le workshop, pendant 2-3 jours, je passe du temps avec eux sur les outils, sur la façon d'utiliser les outils. Donc on prend toute une série de questions liées à chaque outil et on essaie de les résoudre avec les outils. Donc ça leur permet très rapidement de se rendre compte de la facilité qu'on a à paramétrer une caméra, un micro, à se positionner dans un espace pour développer un plan et comment on peut rentrer dans une mobilité avec ces outils numériques, comment on peut ou non décider d'un cadre, comment, si on ne décide pas d'un cadre au départ, petit à petit le cadre va s'affirmer par rapport à ce qui est en train de se passer, et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a vu l'utilisation des outils, ce que j'essaye de voir avec eux très rapidement, c'est à quel moment en fait ils vont s'emparer des outils parce qu'ils ont décidé de raconter quelque chose. Et donc je leur dis que pour moi l'urgence c'est pas de s'emparer de l'outil, mais c'est de savoir ce qu'ils veulent raconter, c'est-à-dire d'avoir une idée sur qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait. Et donc je leur demande au moins, c'est vraiment, c'est lié à la temporalité des projets, mais je leur demande au moins de passer une journée plutôt sous le mode de l'observation, comme on fait quand on va sur un terrain en recherche, c'est-à-dire de ne pas avoir de volonté de captation ou d'enregistrement dès qu'ils arrivent, mais plutôt d'avoir d'être dans une logique de sensibilité, de réception par rapport à ce qu'ils voient, à ce qu'ils comprennent de ce qu'ils voient, et ensuite de prendre le temps d'en discuter entre eux pour élaborer comme ça une idée, d'abord une idée de ce qu'ils veulent, enfin définir une idée entre plusieurs personnes, c'est pas toujours évident parce que certains vont être intéressés plutôt par un aspect, d'autres par d'autres. Donc très rapidement, je leur demande de se mettre d'accord sur une idée commune, et à partir de là, on commence à aller s'emparer des outils et à trouver le cadre du projet. Le cadre, ça veut dire à la fois comment on va en fait montrer les éléments qui nous semblent être importants dans le projet de récit, et aussi qu'est-ce qu'on va donc devoir enlever pour pouvoir se focaliser sur ce qui nous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, en fait, je leur demande d'aller faire des images. Donc ils vont expérimenter le tournage. Et très rapidement, je regarde avec eux les rushs. Donc tout au long de la journée, on étudie ce qu'ils ont fait, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et à partir d'une journée de tournage, on arrive très rapidement à redéfinir en fait l'écriture.
Parce que ce qui se passe donc, pour eux, c'est qu'en filmant, ils se rendent compte des limites de ce qu'ils ont conçu. Et donc, plutôt que de leur dire on en reste là, l'idée c'est de repartir à nouveau avec la caméra pour dépasser les limites et trouver cette fois-ci, et c'est souvent au moment du tournage qu'on trouve ces idées-là, de trouver des idées pour que ce qu'ils veulent dire soit pris en compte à la fois par souvent par la parole des gens qui filment, mais aussi par la façon de mettre en situation ces gens qui filment, et donc par les images elles-mêmes. Voilà. Et après, il y a la phase de montage. Et dans la phase de montage, c'est encore l'idée de réécrire, c'est-à-dire que malgré ces différentes logiques d'écriture préalables au tournage, au moment du tournage, quand on arrive au montage, on réinterroge à nouveau les matériaux qu'on a réalisés, et on est dans une on est dans une confrontation aussi au manque, on est dans une confrontation à ce qu'il n'y a pas, et à comment, par le montage, arriver à reconstituer un discours, à reconstituer un récit. Donc en fait, les trois moments sont des moments d'écriture, et à chaque fois que l'étudiant se rend compte qu'il est capable de réécrire, que ce soit au moment où il pense le projet, que ce soit au moment où il filme, que ce soit au moment où il monte, il se rend bien compte de toute l'importance qu'il y a du point de vue qu'il va vouloir porter sur la situation, sur les personnages. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça met autant de temps à copier. Je vais vous montrer les trois propositions qui ont été réalisées par les étudiants. Vous allez voir que c'est trois propositions complètement différentes. Et sur ces trois propositions, ce qui a été intéressant pour moi, c'est de voir que très rapidement, donc le sujet que je leur avais en quelque sorte imposé, mais qui était lié au workshop, qui est donc ce dialogue entre artistes et chercheurs, en fait, leur a permis de se retrouver eux-mêmes sur des stratégies. Donc, vous allez voir un groupe qui a plutôt travaillé la question de la parole, un groupe qui a plutôt travaillé la question de l'activité de travail, et un groupe qui a plutôt travaillé la logique de personnalisation des personnages. Là, je pense que c'est bon. Donc on va commencer avec donc ce premier film qui est vraiment celui qui a été le plus facile pas le plus facile, mais qui a été le premier à sortir dans la réflexion. Donc c'est comment on peut arriver à demander aux personnages principaux de la situation d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça l'objectif du film. Quoi? Map, storyboard, mock-up, schéma, mock-up, et il manquait encore un... Quoi? Campfire. Voilà. On va suivre la quête de notre protagoniste qui a entendu sur Internet peut-être un morceau, une chanson qui lui semble familière. Donc il va chercher... L'enjeu, c'était pas de mobiliser le jeu vidéo pour faire sortir le chercheur de sa tour d'ivoire.
La valorisation de la recherche, dans ce cadre-là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéressait davantage, comme je disais, c'était de tester ce médium. Et donc, j'étais plutôt dans une expérimentation méthodologique. Ce qui s'est passé à terme, c'est qu'au fur et à mesure, en testant différentes formes de narration, différents scénarios, différentes histoires, on est arrivé à une histoire dans laquelle on met en scène un anthropologue, en s'inspirant beaucoup de ma propre histoire et de ma propre prise avec le terrain de recherche, d'un anthropologue d'un anthropologue français qui part d'une ville israélienne, qui traverse le mur de séparation et qui va faire une enquête de terrain dans un village palestinien. On n'a jamais eu l'occasion de discuter comme ça et de le noter. Oui, tout à fait, on vous donnera Et donc l'anthropologie, c'est une manière de réinjecter ou d'injecter de nouveau des questions qui n'étaient pas posées par ce champ et de profiter déjà d'une approche des questions, d'une richesse de contenu, de situations, d'enjeux, et donc de densifier en quelque sorte notre travail d'élargissement dans la définition de ce que peut être un jeu. Il y a, comme je vous le disais, une mise en crise, puisqu'on a l'impression de perdre les pédales. Je pense que c'est à la fois le chercheur qui perd les pédales et l'artiste, qui ne comprend pas ce que l'autre lui raconte et qui a du mal à visualiser, à mettre en scène un certain nombre de choses. Et avec des problèmes différents. C'est-à-dire que nous, on était ici dans des crises de représentation aussi. Mais à un moment donné, on est arrivé quand même à une proposition. Alors, je ne sais pas comment toi tu qualifierais, mais nous, on se posait des questions à la fois esthétiques et aussi sur le jeu vidéo où on est très critique. Et donc nous, on répondait à travers des choses comme ça, d'une certaine manière, à l'histoire du jeu vidéo, mais ça ne veut pas dire qu'on réglait des problèmes qu'a Cédric et que ça correspondait aux questions que lui se pose et les problèmes que l'interface même lui posait en tant que chercheur. C'est qu'on a des écarts fondamentaux entre la proposition du chercheur et la proposition de l'artiste. Alors ces écarts, ils sont liés à la traduction, qui se fait à travers les modes d'écriture, à travers les filtres de représentation qu'on peut avoir, la relation qu'on a l'un avec l'autre aussi, parce qu'on est des êtres humains et ça joue énormément. Et aussi, ce sont des écarts qui sont irréconciliables, parce que la proposition du chercheur, elle se construit dans le champ de la recherche, dans une démarche scientifique, et la proposition de l'artiste, elle se construit dans une démarche artistique et dans un champ artistique spécifique. Je peux intégrer un certain nombre d'éléments, je ne suis pas buté, je suis ouvert en tant qu'être humain, mais j'ai aussi mes problèmes d'artiste que je dois quelque part protéger. Et puis je travaille avec des étudiants qui explorent tout ça et je dois les protéger pour qu'ils ne se sentent pas une espèce de devoir hiérarchique vis-à-vis des disciplines. Et donc, c'est des choses qui se négocient, qui se travaillent, qui sont mieux, toujours, si c'est imaginé comme une collaboration, avec toute la complexité de la collaboration, et non pas comme une sorte d'instrumentalisation ou même comme une spécialisation. Nous avons des problèmes qui nous sont spécifiques, bien sûr, mais c'est dans la collaboration qu'on va régler ces choses-là, ou pas, mais en tout cas où on va sensibiliser d'un côté et de l'autre, et puis on s'arrangera. Et c'est comme ça qu'on travaille. Ce déplacement dans cet univers virtuel, il provoque pour le coup chez les étudiants des perturbations, parce qu'ils vont être en situation, et ils vont être obligés de se débrouiller, de bricoler, et tout d'un coup, on ne leur dit pas comment il faut faire, il va falloir qu'ils apprennent un peu sur le tas dans ce petit univers virtuel. Donc là, pour le coup, on a, mais c'est une chance qu'on a eue, on aura certainement d'autres choses qu'on pourra faire avec ce jeu, mais comme je disais au départ, on ne s'est pas fixé un certain nombre d'objectifs, on est dans une forme de recherche fondamentale. On est motivé par la curiosité, on est motivé par l'idée d'explorer, enfin en tout cas moi en tant que chercheur, d'explorer des choses, d'explorer des techniques, d'explorer des manières d'élaborer le savoir. Attends, il y a dominé, dominant, juge, et après, il y aura peut-être une troisième couche.
quand tu es dominé, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dominant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est là où, du coup, on rentre dans la complexité où, ok, si tu es un IMO et que tu as gagné la situation, mais que tous les autres sont et ben c'est la fin. Et toi aussi, tu meurs. Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a... Donc, en fait, il faut dire il y a 3 cycles possibles. Il y a gagnant, perdant. Ah oui, donc ça passe par ce binaire. Donc ça, c'est forcément... C'est l'étape charnière. Ça. Et puis c'est aussi quelque chose qui vise, pour moi, un peu comme un jeu polémique, à relancer le débat sur... c'est un anti-atlas d'une certaine manière. C'est pas donner une carte et dire voilà comment sont les choses. C'est venir bouleverser les a priori sur ce lieu et amener les gens à réfléchir, à s'interroger et aiguiser leur curiosité pour aller plus loin dans leur réflexion sur ces lieux-là. Première proposition donc, qui est centrée sur l'échange entre donc l'artiste et le chercheur et avec cette réflexion autour de la mise en scène de la parole. C'est-à-dire comment on arrive déjà à capter la parole pendant qu'elle a lieu dans l'univers réel des gens et ensuite comment on décide à partir de là de la mettre en scène pour pouvoir aller plus loin dans la construction d'un discours et enfin comment ce discours on le fait exister, bien sûr, à travers les gens qui le délivrent, mais aussi à travers les situations dans lesquelles il peut s'inscrire. Voilà. Donc c'est une proposition très simple, mais qui permet très rapidement de se rendre compte de ce qui se passe, pour moi, dans cette difficulté de la traduction, en fait, parce que c'est vraiment une logique de traduction qui se passe, pour moi, la collaboration en sciences. Qu'est-ce que c'est que la difficulté de la traduction? C'est d'inventer des mots nouveaux pour pouvoir appréhender différemment ce qu'on a à dire. Et ça, je trouve que sur ce projet-là, on le comprend. Donc je ne sais pas si j'ai encore du temps, si je peux encore en montrer un, peut-être. Et après, j'arrêterai peut-être là. Alors, je vais en montrer un autre. Et celui-là, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il ne s'appuie pas sur... il s'appuie pas de la même façon sur le discours. Je vous laisse regarder et puis... Je m'appelle Sabine Partouche, je travaille à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman et je suis éditrice. Je m'appelle Asma Azizi, je suis postdoctorante en sciences de l'information et de la communication. Mes thématiques de recherche portent sur les médias des immigrés et leur participation aux politiques transnationales. J'analyse le discours des immigrés, je fais une analyse sémiotique des vidéos, mais je n'ai jamais pris le pas de faire moi-même des vidéos. Bon, on se voit très vite, d'accord? Prenez soin de vous. Ouais, tu peux dire j'ai lu l'annonce dans le journal. On se connaît bien, Madame Martin. Je m'appelle Mathilde Rouxel, je travaille sur la figure du peuple en lutte dans le cinéma des femmes documentaristes en Égypte, en Tunisie et au Liban depuis les 50 dernières années. C'est quelque chose que tout le monde devrait oublier, sinon il n'y aurait plus d'êtres humains sur Terre. Donc voilà, donc sa fille se marie, et puis sa fille maintenant elle a un mari, et le mari de sa fille est invalide. Je m'appelle Amanda Diaz, je suis donc chercheuse en sciences sociales, anthropologue, même si mon doctorat était en sociologie. Je pense. C'est bon la main, à vous qui êtes là? Et là, t'enlèves d'abord le micro aussi. Frédéric Fogel, je suis anthropologue au CNRS et je travaille au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à Nanterre. Je m'appelle Arbia Selmi, je suis doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris.
Je travaille depuis 6 ans sur les mobilisations des femmes syndicalistes pour l'égalité au sein de l'Union générale tunisienne de travail. Donc c'est ce que ça transmet, le message en arabe. حق المرأة التونسية واجب مش مزية Je m'appelle Colline Ousset. Je dirige une agence qui s'appelle l'agence Oustaza, qui est dédiée à la culture arabe. Je suis venue ici parce que de plus en plus dans mon travail, je commence à intégrer d'autres disciplines, d'autres médias pour en fait transmettre des messages de la manière la plus efficace à des publics différents. Enfin, quand on s'intéresse au monde arabe, l'image est particulièrement importante parce que en grandissant, en vivant en France, on est quand même abreuvé, et ce depuis très longtemps, par des images très particulières du monde arabe qui peuvent être fausses ou partielles ou avec un parti pris qui est quand même extrêmement partisan. Et du coup, il y a aussi cette idée de rééquilibrer les narratifs qui sont offerts sur le monde arabe avec d'autres images. Le travail de recherche ne confronte pas du tout, même si on est en études cinématographiques, ça ne confronte pas du tout à la création d'images. Et c'est pour ça que ce workshop était quand même très intéressant pour moi, mais je pense pour nous tous aussi, parce que c'est assez difficile d'assumer en tant que chercheur cette envie de création, et que du coup nous voir tous ensemble là, avoir des doutes et discuter entre nous, de savoir si on est légitime ou pas de faire ça, parce que c'est quand même pas notre rôle et qu'on n'a rien à dire, et qu'en fait on a envie de dire des choses, et que ça permet quand même d'avoir une dynamique qui est plus facile pour nous. The camera human, maybe make some shaky things, and maybe you can something like that or something like that, you know? I hate this technical. Et maintenant, j'ai envie d'essayer d'autres manières de m'approcher des sujets qui m'intéressent, d'approcher l'humain, en fait. Et je tâtonne un petit peu. Dans ces moments, j'essaye d'autres formes d'écriture. Oui, mais... Là, le projet personnel que j'ai fait fonctionner, c'est effectivement sur quelque chose qui est très important pour moi dans mes recherches, c'est-à-dire la question de la régularisation des étrangers sans papier. C'était aussi pour eux que j'avais eu envie de reprendre ce sujet-là et d'en faire ma première vidéo, qui sera peut-être la dernière d'ailleurs, j'en sais rien du tout. Tout réformer et tout vulgariser, c'est pas forcément une solution. Mais moi, ça me fatigue en fait de parler toujours aux mêmes personnes et du coup d'avoir l'impression de travailler avec des gens sans pouvoir restituer leurs paroles de façon à ce qu'eux puissent s'y retrouver. Vous voyez que la mise en scène de la parole est complètement différente, hein, puisque l'idée c'est d'être dans une... Donc là, l'idée du film c'était d'être plutôt dans une logique chorale, c'est-à-dire comment on arrive à entrecroiser différents points de vue et à les faire exister, alors que sur le premier projet c'était très différent. Et là, sur le dernier projet, donc c'est plutôt l'activité qui a été filmée, mais alors je ne comprends pas pourquoi je ne vois plus l'activité. Bien le PC, donc... la sauge là. Il y a quelque chose d'un peu sauvage. On m'a autorisé dans la salle à le faire. Mais non, en fait, voilà. En fait, là, le problème, c'est que ça
y a ça dans tout ce détail. On ne peut pas le mettre dans la même commande. Je bosse dans l'atelier de Douglas, l'atelier jeu, où on explore les jeux vidéo, toutes les questions que ça implique, de game design, de gameplay. Et je suis philosophe de formation, je travaille sur une encyclopédie arabe médiévale, dont une des parties, la partie zoologique, contient une fable sur les animaux, qui est la fable de la domestication humaine sur l'animal. J'ai rejoint l'atelier pour essayer de changer le format de travail, c'est-à-dire non pas simplement traduire la fable ou la commenter, mais essayer d'exploiter toutes les possibilités d'écriture qu'on contient la fable. Passer d'un mode narratif à un mode de jeu, par exemple. Troisième étape, il y a 3 statuts différents, dominé, dominant ou juge. Donc soit juge, dominant, dominé. Moi c'est Douglas du coup et Leslie qui est aussi une étudiante qui ont organisé ce workshop tous les deux et qui ont proposé aux étudiants de l'école de travailler avec des universitaires en fait, des doctorants et des thésards, se rencontrer pour utiliser et bosser sur leur contenu. Les animaux sont à 4 pattes, ils doivent se redresser. Non, les animaux... Non. Les animaux doivent être à l'image de l'homme. Qu'ils se redressent. Oui, grave. Non, s'ils ne se redressent pas, qu'on les dresse. L'image de l'homme. De l'humain. C'est bon. Les animaux doivent être à l'image humaine, qu'ils se redressent. Qu'on les dresse. Oui. Qu'on les dresse. Le texte auquel on part, c'est une fable tirée de la 22e épître des Frères en Pureté, qui est une encyclopédie ou une somme savante médiévale qui raconte le procès devant le roi des djinns de la domestication humaine des animaux. Je pense que dans sa fable, comme dans plein d'œuvres d'art, de pièces de théâtre qui sont... Il y a des gens, des artistes, des auteurs qui arrivent à atteindre... ils parlent d'une histoire et ils arrivent à atteindre quelque chose d'un peu qui touche à l'universel, ou alors là pour le coup c'est une œuvre médiévale et qui est très actuelle. Moi j'ai appris un mode totalement autre, c'est-à-dire que je n'ai avant absolument jamais fait de programmation quoi que ce soit, et dès qu'on a commencé à vouloir mettre dans le programme l'histoire, alors Lola a pris les choses en main et en fait on a eu un enchaînement de pages absolument rapide, et ce qui fait qu'à chaque fois le soir il fallait que je reprenne parce que mon cerveau a une habitude de fonctionner beaucoup plus lente, et essayer d'ingérer progressivement cette logique de programmation que je n'avais pas. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on travaille ensemble, moi, il y a plein de choses, quand je ne sais pas, je me dis, c'est pas grave, je le laisse en pause pour plus tard, ça va se résoudre un peu naturellement. Je suis vachement dans ce truc, soit de les laisser aller, ou soit laisser la place aux vivants aussi. Et tu es beaucoup plus sérieux que moi, je pense. Et du coup, on va vraiment jusqu'au bout, à chaque étape. Il y a une méthodologie plus précise et aussi plus rassurante, qui est nouvelle, et dont je me resservirai, je pense. Les oiseaux de proie, entre autres, sont dressés à des fins ludiques. Les plus imposants sont provoqués en duel dans les arènes. Les plus doux sont choyés dans les foyers. Bon, en fait, normalement, il y avait un premier choix. Donc, soit il restait dans la... se fond dans la douceur du territoire, et tu avais une option. Soit ils fondaient une civilisation, et après, à ce moment-là, tu avais tous ces choix-là. Voilà, là, ça t'est imposé. D'accord. Moi, je veux bien que les plus doux soient choyés dans les foyers. Les animaux refusent de subir ce traitement plus longtemps et trouvent refuge auprès du roi des djinns. Outrés, les humains veulent faire valoir leurs bons droits. Et là, du coup, il n'y a qu'une seule suite. Le roi des djinns demande aux humains le motif de leur plainte. La représentante des humains s'avance et dit « Les animaux sont de bonne compagnie ». Voilà. Donc sur le troisième projet, ils avaient vraiment l'ambition d'aller filmer uniquement
situation concrète de partage et de travail, et ils se sont rendus compte donc, au bout de la première journée qu'ils n'y arrivaient pas. Donc ils ont à nouveau reconstruit l'idée d'une mise en scène de la parole pour demander aux participants en fait, de s'expliquer. Donc grâce à ces 3 projets, moi très rapidement, je leur fais comprendre la difficulté de pouvoir raconter quelque chose et d'en rendre compte de façon complète en s'appuyant uniquement sur ce qui est en train de se passer, et donc sur l'idée de devoir en fait travailler par eux-mêmes à la mise en scène du réel, que ce soit là c'est plutôt de la parole, parce qu'en 3 jours c'est compliqué de pouvoir élaborer des logiques de reconstitution plus complexes, mais après petit à petit donc là c'était le premier projet que j'ai fait avec eux, et après sur le deuxième projet que je fais avec eux, donc on passe toute une semaine dans un festival qui s'appelle Les Instants Vidéo, où là, je leur demande de ne plus travailler sur la mise en scène de la parole, mais uniquement sur la mise en scène des situations sans parole. Et donc d'essayer de rendre compte des situations, alors sans parole organisée, mais en pouvant attraper la parole en train de se dérouler